Le flash de l'appareil photo avait capturé l'instant fatidique, mes lèvres effleurant celles de Camille, la fille du maire de notre petite ville bretonne. En un clin d'œil, cette image volée s'était propagée sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre, transformant ma vie en un cauchemar éveillé. Avant même que je ne puisse réagir, les commentaires haineux affluaient, me traitant de tous les noms. Et ma famille, alertée par un appel anonyme, me convoquait pour une confrontation qui allait briser mon monde. Je m'appelle Émilie. J'ai 25 ans. Et jusqu'à ce jour funeste, j'avais cru pouvoir naviguer entre mes secrets et la réalité imposée par mon entourage. Originaire de Rennes, j'avais grandi dans une famille catholique conservatrice, où les discussions sur l'amour se limitaient aux unions traditionnelles. Mon père, un professeur d'histoire à la retraite, vénérait les valeurs familiales comme des reliques sacrées, tandis que ma mère, infirmière, veillait à ce que je reste sur le droit chemin, celui des études solides et des relations approuvées. J'avais excellé en droit à l'université, décrochant un poste d'assistante juridique dans un cabinet parisien. Mais au fond de moi, un vide persistait, un appel vers quelque chose de plus authentique. C'est lors d'une conférence sur les droits humains à Paris que j'avais rencontré Camille. Elle avait 28 ans, des cheveux noirs coupés courts qui encadraient un visage au traits fins et expressif, et une assurance qui m'avait immédiatement captivée. Fille unique du maire d'une commune voisine de Rennes, elle travaillait comme journaliste indépendante, couvrant des sujets sensibles comme les inégalités sociales et les droits des minorités. Notre première conversation avait été électrique, elle défendait avec passion les causes LGBTQ+. Et moi, encore dans le déni de mes propres sentiments, je l'écoutais, fasciné. Rapidement, nos échanges s'étaient intensifiés, des messages anodins évoluant vers des confessions intimes. Mais ce baiser, capturé lors d'une soirée privée chez des amis communs, n'était pas prévu. C'était un moment de vulnérabilité, un aveu muet de l'attirance qui nous consumait depuis des mois. Camille, plus ouverte sur son orientation, m'avait encouragée à explorer mes émotions. Mais je résistais, terrifiée par les répercussions. Et voilà que cette photo, prise par un invité mal intentionné, faisait le tour du web. Les titres des articles en ligne hurlaient « Scandale à Rennes, la fille du maire impliquée dans une relation homosexuelle ?» Les trolls en ligne s'en donnaient à cœur joie, m'accusant de corrompre une personnalité publique, tandis que des groupes conservateurs appelaient au boycott de mon cabinet. Le lendemain matin, mon téléphone vibrait sans cesse. Mon patron m'avait convoqué d'urgence. « Émilie, nous devons discuter de cette situation. Le cabinet ne peut pas se permettre un tel scandale. » Ces mots résonnaient comme un verdict. J'avais travaillé dur pour ce poste, sacrifiant des nuits entières à des dossiers complexes. Et maintenant, tout risquait de s'effondrer à cause d'un baiser. En rentrant chez moi, un appartement modeste dans le Marais, je trouvai un message de ma mère « Viens à la maison immédiatement. Ton père est furieux. » Le trajet en train vers Rennes fut un supplice. Chaque notification sur mon téléphone amplifiant mon anxiété. À mon arrivée, l'atmosphère était lourde. Mon père, assis dans son fauteuil usé, me fixait d'un regard glacial. « Explique-toi. Émilie. » « Est-ce vrai ?» Ma mère, les yeux rougis, se tenait à ses côtés, serrant un chapelet entre ses doigts. Je balbutiai.
Tentant de minimiser, c'était juste une soirée. Papa. Rien de sérieux. Mais les mensonges ne tenaient plus. Camille m'avait appelé plus tôt. Paniquée elle aussi. Son père, le maire, avait reçu des menaces anonymes. Et la presse locale campait devant leur maison. On doit affronter ça ensemble, m'avait-elle dit. Mais je n'étais pas prête. La dispute éclata. Mon père hurla sur les perversions modernes qui corrompaient la société, citant la Bible et les traditions françaises. Tu nous déshonores. Pense à ta sœur, à ses enfants. Ma sœur aînée, mariée et mère de 2 petits, avait toujours été le modèle parfait. Moi, j'étais la rebelle cachée, celle qui questionnait en silence. Les larmes coulaient sur mes joues tandis que je défendais mon droit à l'amour. Papa, ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Mais il balaya mes mots d'un geste, me sommant de rompre tout contact avec Camille et de me repentir. Cette nuit-là, seule dans ma chambre d'enfance, je repensais à notre relation naissante. Camille m'avait ouvert les yeux sur un monde où l'amour n'avait pas de genre, où les cœurs battaient librement. Pourtant, le prix semblait exorbitant, perdre ma famille, mon travail, ma réputation. Le lendemain, je reçus un email de Camille, je t'aime, Émilie. Mais si tu n'es pas prête? Je comprends. Son message me déchira. Étais-je prête à tout sacrifier pour elle? Ou allais-je céder à la pression? Reniant une partie de moi-même? Les jours suivants furent un tourbillon. À Paris, des collègues murmuraient dans mon dos, et un client important annula un rendez-vous. Sur les réseaux, les soutiens émergeaient timidement des associations LGBTQ+ offraient leur aide mais les voix haineuses dominaient. Camille, de son côté, affrontait son père. Homme politique influent. Il craignait pour sa réélection. Tu dois nier, Camille. Pour le bien de la famille. Elle refusa, publiant un post courageux sur son orientation, ce qui intensifia le scandale. Moi, je me tairais, évitant les appels. Une amie proche, Marie, me confronta, Émilie. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Choisis ton chemin. Ces mots me hantèrent. Finalement, je décidai de rencontrer Camille en secret, dans un café discret de Montmartre. Nos mains se frôlèrent sous la table, et pour la première fois, je sentis une force intérieure. Je suis terrifiée, avouai-je. Moi aussi, répondit-elle. Mais ensemble, on peut y arriver. Pourtant, le destin en décida autrement. Un journaliste nous repéra, et une nouvelle photo fit surface. Cette fois, c'était la fin. Mon patron me licencia poliment, prétextant une restructuration. Ma famille m'ignora. Isolée, je me réfugiai chez Marie, questionnant chaque décision. Avais-je le droit d'aimer ainsi? Au prix de tant de souffrances? Les semaines qui suivirent le second scandale furent un gouffre d'isolement. Chez Marie, dans son petit appartement du 18e arrondissement, je passais mes journées à postuler pour des emplois. Mais les refus s'accumulaient. Votre profil est excellent, mais avec cette visibilité médiatique, c'est compliqué, me disait-on. Camille, elle,
avait été suspendu de ses missions journalistiques, son père utilisant ses connexions pour la protéger ou la contrôler. Nous nous voyons en cachette. Nos rencontres chargées d'une tension palpable. Mélange d'amour naissant et de peur viscérale. Un soir, alors que nous marchions le long de la Seine, Camille brisa le silence. Émilie. On ne peut pas continuer comme ça. Mon père m'a donné un ultimatum, rompre avec toi ou perdre son soutien financier. Ces mots me transpercèrent. Le maire. Un homme pragmatique forgé par des années de politique locale. Voyait en notre relation une menace à son image. Camille. Dépendante de lui pour son appartement et ses études passées. Se sentait piégée. Et toi? Ta famille, demandai-je. Elle secoua la tête. Ils ne comprennent pas. Mais je refuse de mentir plus longtemps. De mon côté, les appels de ma mère se multipliaient, empreints de supplication. Reviens, ma chérie. On peut arranger ça. Va voir un prêtre. Prie. Mon père. Lui. Restait muet. Son silence plus blessant que des cris. Je me rappelais les dimanches à l'église. Les sermons sur le péché. Et comment j'avais toujours étouffé mes doutes. À l'université, j'avais flirté avec des garçons pour correspondre aux attentes. Mais rien n'égalait l'intensité que je ressentais avec Camille. Une confrontation inévitable se profila. Camille organisa un dîner chez elle, invitant son père. J'hésitais. Mais elle insista, c'est le moment de vérité. La maison familiale. Une belle demeure en pierre près de Rennes. Respirait le conservatisme, portrait d'ancêtre. Crucifix au mur. Le maire. Un homme imposant aux cheveux grisonnants. Me toisa à mon arrivée. Ainsi. C'est vous qui avez entraîné ma fille dans cette folie. Camille intervint, papa. Ce n'est pas une folie. C'est de l'amour. Le dîner vira au drame. Il argumenta sur les valeurs françaises traditionnelles, citant le mariage pour tous comme une erreur sociétale qui divisait les familles. Pense à ta carrière, Camille. Et à la mienne. Je tentai de raisonner, monsieur. L'amour ne devrait pas être politique. Mais il balaya mes mots, accusant les médias libéraux de propager des idées destructrices. Camille, les larmes aux yeux, défendit notre relation, révélant des années de répression intérieure. J'ai toujours su. Papa. Mais j'avais peur de te décevoir. La soirée s'acheva sur une rupture. Le maire quitta la table, ordonnant à Camille de choisir, la famille ou moi. Dehors, sous la pluie bretonne, elle me serra dans ses bras. Je choisis toi, murmura-t-elle. Mais le prix était lourd. Le lendemain, elle fut mise à la porte, ses affaires entassées dans une valise. Elle s'installa chez moi ou plutôt chez Marie, notre refuge temporaire. Les pressions sociales s'intensifièrent. Des amis communs prirent leur distance, craignant les retombées. Une pétition en ligne circulait, demandant la démission du maire pour manque de moralité familiale. Camille, résiliente, contacta des associations pour du soutien psychologique. Moi, je luttais contre une dépression naissante, questionnant ma force. Et si on avait tort, confiai-je un soir. Elle me répondit, l'amour n'est pas une erreur. C'est la société qui l'est parfois. Pourtant,
Une trahison inattendue surgit. Marie, que je considérais comme une sœur, avoua avoir parlé à ma famille, espérant une réconciliation. Je pensais bien faire, dit-elle. Mais ces mots sonnaient comme une trahison. Blessée, je lui demandai de partir. Seule avec Camille, nous affrontions le monde. Elle trouva un job précaire comme serveuse. Moi comme freelance en droit. Mais les factures s'accumulaient. Un tournant vint lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Paris. Camille m'y traîna. Et pour la première fois, je me sentis entourée de compréhension. Des témoignages d'autres couples me touchèrent, des histoires de rejet, de résilience. Tu n'es pas seule, me dit une femme plus âgée. Cela raviva ma détermination. Mais le soir même, un appel de ma sœur changea tout, papa a eu une crise cardiaque. C'est à cause de toi. La culpabilité m'envahit. Était-ce ma faute? Avais-je poussé trop loin? Camille me soutint, ce n'est pas toi. C'est son refus d'accepter. Pourtant, je rentrai à Rennes, affrontant l'hôpital. Mon père, affaibli, me regarda avec une tristesse infinie. Pourquoi? Émilie, murmura-t-il. Les larmes coulèrent. Parce que je t'aime. Papa. Mais je m'aime aussi. Ma mère, à ses côtés, pleurait en silence. Cette visite marqua un point de non-retour. Mon père survécut, mais notre relation était brisée. De retour à Paris, je décidai de poursuivre en justice le photographe initial pour violation de la vie privée. Camille m'appuya, transformant notre douleur en action. Le procès attira l'attention médiatique, divisant l'opinion publique. Des soutiens affluaient, mais aussi des menaces. Au milieu de ce chaos, notre amour grandissait, forgé dans l'adversité. Pourtant, les doutes persistaient, valait-il tous ces sacrifices? Le procès devint le centre de notre existence. Préparé avec soin, il opposait notre droit à la privacy contre la liberté d'expression du photographe. Un opportuniste qui avait vendu la photo à un tabloïd. Camille, avec son background journalistique, navigua les médias, donnant des interviews mesurées pour humaniser notre histoire. Ce n'est pas un scandale. C'est une vie, déclarait-elle. Moi, je témoignais de l'impact psychologique, insomnie, anxiété, perte d'emploi. Les audiences à Paris étaient tendues. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, écoutait attentivement. Le père de Camille assista à l'une d'elles, son visage impassible masquant une tempête intérieure. À la barre, je décrivis notre rencontre, notre amour naissant, sans entrer dans l'intime. Cette photo a volé notre droit à la découverte personnelle, arguai-je. L'avocat adverse contre-attaqua, dans une société ouverte, les figures publiques doivent assumer. Camille fut appelée à témoigner. Elle parla de son coming out forcé, des pressions familiales. Mon père m'a élevée à défendre la justice. Pourtant il me demande de renier qui je suis. Le maire, présent, blêmi. À la sortie, il l'approcha, Camille. Arrête ça. Pour la famille. Elle secoua la tête, la famille. C'est aussi accepté. Le verdict tomba, nous gagnâmes partiellement.
obtenant des dommages et intérêts modestes et une interdiction de diffusion future. Une victoire symbolique. Mais les cicatrices restaient. Les médias couvrirent l'affaire. Certains louant notre courage. D'autres nous accusant de victimisation. Mon père, de son lit d'hôpital, envoya un message, « Je prie pour toi ». Était-ce un pas vers la réconciliation ou une condamnation voilée? Post-procès, nous tentâmes de reconstruire. Camille reprit des piges freelance, couvrant des thèmes LGBTQ+. Moi, je fondai un petit cabinet spécialisé en droit des minorités, aidant d'autres comme nous. Mais les ombres persistaient. Une nuit, Camille reçut un appel anonyme, « Laisse tomber ou on s'en prend à ta copine ». Terrifiés, nous signalâmes à la police. Mais sans preuve, l'enquête piétina. Les conflits internes s'amplifièrent. Je doutais, et si on se séparait pour apaiser tout le monde? Camille s'emporta, c'est ce qu'ils veulent. Nous diviser. Notre première vraie dispute éclata, révélant des failles. Elle m'accusa de faiblesse. Moi de la pousser trop vite. Réconciliés dans les larmes, nous réalisâmes que l'amour exigeait un travail constant. Un événement inattendu surgit, ma sœur organisa une réunion familiale. Pour papa, dit-elle. À Rennes? Autour de la table, l'atmosphère était électrique. Mon père, remis, parla le premier, j'ai lu des articles sur ça. Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. Des mots timides, mais un début. Ma mère ajouta, on t'aime. Émilie. Camille, invitée, observa en silence. Pourtant, quand mon père demanda, est-ce que tu peux changer? La tension revint. Non. Papa. Mais toi. Tu peux accepter. La soirée se termina sur une note ambiguë. Pas de rejet total. Mais pas d'embrassade non plus. De retour à Paris, Camille confia, mon père m'a écrit. Il veut me voir seule. Inquiète, je la laissai partir. À son retour, elle était bouleversée, il m'offre un job dans son administration. Mais à condition de discrétion sur nous. Une offre tentante? Un piège moral. Camille hésita, pesant le pour et le contre. C'est une opportunité? Émilie. Mais ça signifie cacher. Je sentis une fêlure, allais-je la perdre à cause de ça? Les jours suivants, elle se distancia, prétextant du travail. Jalouse. Je fouillai son téléphone, une erreur fatale. Je découvris des messages avec une ex. Pas romantique, mais complice. Confrontée. Elle admit, j'ai besoin d'espace. Tout ça est trop. La trahison me dévasta. Était-ce une revanche contre les pressions? Ou un signe que notre relation craquait? Seule, je me tournai vers une thérapeute, explorant mes traumas, l'éducation rigide, le déni prolongé. Vous avez le droit à l'amour, me dit-elle, mais aussi à la vérité. Camille revint, repentante. J'ai refusé l'offre de mon père. Pour nous, réconciliés, nous décidâmes d'un voyage, une escapade en Provence, loin des regards. Là, au milieu des lavandes, nous redécouvrîmes notre connexion, discutant de l'avenir. Mariage, suggéra-t-elle.
L'idée me terrifia et m'excita. Mais le retour à la réalité fut brutal. Un article révélait que le maire avait financé une campagne anti-LGBTQ+ locale. Camille, furieuse, le confronta publiquement via un article cinglant. La riposte fut immédiate, il la déshérita officiellement. Blessée, elle s'effondra, j'ai tout perdu pour toi. La culpabilité m'accabla. Avais-je valu ce sacrifice? Notre relation, testée à l'extrême, vacillait. Les mois suivants furent marqués par une reconstruction fragile. Sans le soutien financier de son père, Camille lutta, enchaînant des jobs temporaires. Moi, mon cabinet décollait lentement, grâce à des clients solidaires. Nous emménageâmes ensemble dans un studio modeste à Belleville, un quartier multiculturel où nous nous sentions moins jugés. Pourtant, les cicatrices intérieures saignaient encore. Un jour, une lettre anonyme arriva, vous détruisez les familles traditionnelles. Arrêtez. Accompagnée d'une photo de nous. Floutée. Paniqués. Nous renforçâmes notre sécurité, installant des alarmes. Camille, déterminée, transforma sa douleur en activisme, rejoignant une association pour les droits des lesbiennes. C'est ma façon de riposter, dit-elle. De mon côté, je tentais une approche avec ma famille. Une visite surprise à Rennes, ma mère m'ouvrit, hésitante. Ton père est têtu, mais il demande de tes nouvelles. Assise dans la cuisine, nous parlâmes enfin. Elle avoua ses peurs, j'ai grandi avec des idées fixes. Mais te voir souffrir. Un pas timide vers l'acceptation. Camille, elle, affronta une crise personnelle. Son ex, contacté par son père, réapparut, offrant du soutien. Juste amical, assura Camille. Mais je sentis une menace. Jalouse. Je l'accusai de flirter avec le passé. La dispute escalada, tu ne me fais pas confiance, hurla-t-elle. Après tout ce qu'on a traversé? Répliquai-je. Nous nous séparâmes pour la nuit. Elle chez une amie. Le lendemain, repentante, elle revint avec des fleurs. Pardon. C'est la pression qui me ronge. Nous décidâmes de thérapie de couple, explorant nos insécurités. La thérapeute souligna, votre amour est né dans le chaos, apprenez à le protéger dans la paix. Un événement majeur surgit, une élection municipale approchait. Et le père de Camille se représentait. Des rumeurs circulaient sur son hypocrisie, publiquement conservateur, mais tolérant en privé. Camille, blessée, écrivit un essai personnel, révélant son déshéritage. Publié dans un journal national, il fit sensation. Les soutiens affluèrent, mais aussi les attaques. Le maire perdit des points dans les sondages. Il la contacta, tu me ruines. Elle répondit, tu m'as ruiné d'abord. Cette confrontation téléphonique la laissa épuisée. Était-ce la bonne décision, se demanda-t-elle. Moi. Je la soutenais. Mais intérieurement, je craignais les retombées. Puis, une trahison de ma part émergea. Sous pression, j'avais contacté mon père pour un prêt, minimisant notre relation. Il accepta, mais à condition de réfléchir. Camille découvrit l'échange, tu négocies dans mon dos. Furieuse,
Elle claqua la porte. Seule. Je réalisais mon erreur, la peur m'avait fait reculer. Je la retrouvai dans un parc. Suppliante. Pardon. J'ai eu peur de tout perdre. Elle pleura, on perd si on ne se bat pas ensemble. Réconciliés. Nous jurâmes transparence. L'élection tourna au drame. Le maire perdit. Blâmant Camille publiquement. Ma fille a été influencée par des idées extrêmes. Elle riposta en interview, non. Papa. J'ai été influencée par l'amour. Le scandale familial éclata, divisant la communauté. Pour nous, ce fut un catalyseur. Nous décidâmes de nous marier. Symboliquement. Dans une petite cérémonie avec des amis. Pas légal encore dans nos cœurs blessés. Mais un engagement. Ma famille n'assista pas. Mais ma mère envoya un message, je pense à toi. Post-mariage. La vie s'apaisa légèrement. Camille publia un livre sur son expérience. Devenant une voix pour les LGBTQ+. Moi. Je défendais des cas similaires. Trouvant un sens dans la lutte. Pourtant. Un ultime test arriva. Une offre d'emploi pour Camille à l'étranger. En Belgique. Plus tolérante. C'est une chance de recommencer, dit-elle. Mais cela signifiait quitter Paris. Ma vie. Hésitante. Je pesais, suivre ou rester? Si tu m'aimes. Viens, implora-t-elle. La décision me déchira. Rester signifiait sécurité. Mais solitude. Partir. L'inconnu avec elle. Finalement. Je choisis l'amour. Emballant nos vies. À Bruxelles. Nous respirions mieux. Loin des ombres françaises. Mais les échos persistaient, appels sporadiques de famille. Regrets murmurés. L'installation à Bruxelles marqua un nouveau chapitre. Empreint d'espoir et de défis. La ville. Avec ses rues cosmopolites et sa communauté LGBTQ+ vibrante. Nous offrit un havre. Camille excella dans son nouveau poste de journaliste pour un média européen. Couvrant des sujets internationaux. Moi. Je transférai mon cabinet. Adaptant mes compétences au droit belge. Nos journées étaient rythmées par des routines simples, cafés matinaux. Promenade dans le parc du Cinquantenaire. Où nous discutions librement sans craindre les regards. Pourtant. Les blessures passées ressurgissaient. Des nuits. Camille se réveillait en sueur. Hantée par le rejet paternel. Et s'il avait raison, murmurait-elle. Je la serrais, non. Nous avions raison. De mon côté. Les appels de ma mère devinrent réguliers. Teintés de regret. Ton père lit ton livre? Camille. Il change. Lentement. Un espoir ténu. Un retour en France s'imposa pour un événement familial, l'anniversaire de ma sœur. Hésitante. Nous y allâmes. À Rennes. L'accueil fut mixte. Ma sœur nous embrassa chaleureusement. Ses enfants curieux mais innocents. Mon père. Vieilli. Nous salua poliment. Asseyez-vous. Le dîner fut tendu, mais civil. Il posa des questions sur notre vie à Bruxelles, évitant le sujet sensible. À la fin. Il me prit à part, je n'approuve pas. Mais je t'aime. Des mots imparfaits. Mais un progrès.
Camille, de son côté, reçut une lettre de son père: « Félicitations pour ton livre. Peut-être un jour. Une ouverture ?» Elle répondit. Prudente, entamant un dialogue épistolaire. Les mois passèrent, transformant les rancœurs en compréhension fragile. Mais la société n'oubliait pas. Un documentaire sur notre histoire fut proposé, nous acceptâmes, espérant inspirer. Diffusé. Il suscita débat, soutien massif, mais aussi critique sur les drames auto-infligés. Nous devînmes symboles, portant le poids des attentes. Intérieurement, nous évoluions. Camille admit ses doutes passés: « J'ai failli craquer. Moi. Je confessais mes peurs. » Notre amour, forgé dans le feu, s'affermit. Un climax personnel survint lors d'une conférence à Paris. Invitée comme oratrice, nous partagions notre parcours. Face à un public mixte, nous affrontâmes des questions hostiles. N'avez-vous pas imposé votre choix aux familles? Camille répondit: « L'amour n'impose rien, il invite à l'acceptation. » Applaudissements, mais aussi huées. À la fin, une jeune femme s'approcha: « Vous m'avez donné le courage de coming out. » Ces mots validèrent nos sacrifices. De retour à Bruxelles, nous réfléchîmes à l'avenir. Enfants? Adoption? Les obstacles étaient nombreux, mais l'espoir persistait. Pourtant, une ultime confrontation émergea. Le père de Camille, retraité, nous invita. À Rennes, dans sa maison, il s'excusa: « J'ai eu tort. La peur m'a aveuglé. » Larmes coulèrent. Camille pardonna. Partiellement. Ça prend du temps. Mon père, inspiré, organisa une rencontre. Autour d'une table, nos familles se parlèrent enfin. Pas d'harmonie parfaite, mais un début de tolérance. Aujourd'hui, notre vie est un équilibre précaire: amour profond, activisme, guérison. Mais les questions demeurent. Était-il juste de prioriser notre amour au détriment des liens familiaux? Ou la vraie justice réside-t-elle dans l'authenticité personnelle? Quel qu'en soit le coût,